En fait, la conférence là est assez intéressante parce qu'elle nous a permis de mettre un peu le nez dans les archives de Survie et de voir que, en fait, Survie, l'association Survie, avait quelques liens avec le foot qu'on ne connaissait pas. Et donc pour faire un historique assez rapide de l'asso, en fait au départ elle a commencé vraiment qu'une asso humanitaire classique, on dira. Et puis en 93 il y a eu un tournant dans l'histoire de l'association. L'association et François-Xavier Verschaft qui était un des pères fondateurs de l'association. Un peu plus loin. C'est démené pour faire voter ce qu'on appelle la loi de survie à l'époque, conférence des terres économiques. Néanmoins, à l'occasion de la Cannes, on a eu l'envie de mettre la lumière sur certains mécanismes néocoloniaux qui transparaissent encore au niveau du foot, notamment la persistance de sélectionneurs blancs à la tête des équipes nationales, mais aussi les agents qui peuvent piller un peu la jeunesse africaine, voilà, faire le profit des clubs de l'Hexagone. Et voilà, et c'est maintenant que je laisse la parole à nos deux experts sur ces questions-là, Stanislas et Barthélemy, que je remercie encore une fois d'être venus cet après-midi. Voilà. Donc un grand merci à vous. C'était très bien. Merci à vous tous d'être venus pour écouter un peu ce qu'on a à dire sur le sujet. Moi, pour me présenter très rapidement, donc, je m'appelle Barthélemy Gaillard, je suis journaliste indépendant et j'ai écrit avec mon ami et co-auteur Christophe Bess qui bosse lui à Soufoot, ce livre donc, qui s'appelle Un Magic System, l'esclavage moderne des joueurs africains et qui porte sans surprise sur les sujets dont je viens de parler. Ce sur quoi je peux commencer peut-être, c'est moi ce qui m'intéressait en venant, sachant que c'était sur qui organisait, c'est qu'en fait je pense qu'on partage un peu une approche similaire, à savoir une approche critique et économique des relations entre l'Europe et l'Afrique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait nous ce qu'on essaie de montrer dans ce bouquin, c'est que les joueurs africains ne sont rien d'autre aux yeux des clubs européens en tout cas qu'une matière première, comme pourrait l'être du cacao aux yeux des multinationales, comme pourrait l'être du wolfram, voilà, c'est une matière première comme une autre en Afrique qui est exploitée suivant une longue chaîne d'amélioration de valeur ajoutée pour faire en fait des produits manufacturés de qualité qu'on revend une fois qu'ils arrivent sur le continent européen. Et en fait tout ça se fait évidemment avec la complicité d'énormément d'acteurs, donc vous avez parlé des agents, mais il y a aussi les personnes dans les fédérations locales, nationales en Afrique qui sont complices parfois de certaines dérives. Donc en fait, voilà, moi j'aimerais un peu vous expliquer tout ce mécanisme. Voilà, je vous fais la présentation générale et après on va faire un peu plus en détail. Bonjour et merci pour votre attention. Je m'appelle Stanislas Franquier, je suis maître de conférence à la faculté des sports de l'université d'Artois. Alors moi aussi j'y ai répondu avec grand plaisir à cette invitation. Alors ce qui me relie au foot et même à la thématique, c'est que j'ai fait une thèse de doctorat qui va être publiée l'année prochaine en livre sur l'histoire des footballeurs algériens en France. Contrairement à Barthélemy qui s'est plus intéressé, il me semble, au trafic d'êtres humains du sud vers le nord, moi je me suis intéressé au parcours de joueurs qui avaient réussi dans une approche historique des années 30 à nos jours. Ensuite je me suis intéressé aussi aux footballeurs camerounais en Europe. Donc la mobilité des joueurs également, notamment des grands sportifs camerounais, peut-être certains connaissent, Ben, Lila et d'autres, je pense que certains connaissent. Oui, et ensuite je me suis intéressé à un sujet qui n'avait pas été traité, pas du tout développé dans la littérature scientifique, en gros personne ne s'y était vraiment intéressé, aux agents sportifs. Donc il y a mon ouvrage, Une histoire des agents sportifs en France, et j'ai essayé de reconstituer comment le métier s'était créé, puis professionnalisé depuis les années 80, et inévitablement on ça croise l'Afrique. Et la question des joueurs, la mobilité des joueurs passe évidemment par celle des intermédiaires dont les agents font partie. Voilà une petite présentation rapide et je pense qu'il y aura plein de questions auxquelles j'essaierai de répondre. Merci. Si je peux me permettre d'enchaîner sur un point que Stanislas vient de souligner, il a parlé de mobilité. Et en fait, moi, ce que je veux avant tout essayer de faire comprendre, c'est que donc, si les footballeurs africains sont une forme de matière première prête à l'emploi, facilement exploitable et qui permet de générer du profit, c'est que c'est en quelque sorte une armée de réserve du football mondial. Ce que je veux dire par là, c'est donc en gros plusieurs études d'un organisme qui suit très près les évolutions du foot qui s'appelle le CIES prouvent en fait que les joueurs africains sont parmi les plus mobiles au monde.
En moyenne, donc l'étude date de 2015 et elle dit qu'en moyenne, un joueur africain reste moins de 3 ans dans un club. Ce qui est la moyenne la plus basse. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? En fait, ça veut dire que les joueurs africains sont très intéressants non seulement pour les clubs, mais aussi pour les agents. Parce que, évidemment, c'est on peut facilement les faire bouger d'un club à un autre. Le club, lui, va pouvoir revendre le joueur potentiellement plus cher s'il a fait de bonnes performances. Mais l'agent, lui, a tout autant intérêt à le revendre un certain nombre de fois, parce qu'à chacune des transactions, il va toucher une commission. Donc en fait, c'est vraiment le même système quelque part qu'un produit financier. Le but n'est pas tant de garantir la qualité des produits financiers que d'en assurer de le faire tourner au maximum. C'est les transactions qui rapportent de l'argent. Donc voilà, ça c'est le premier point sur lequel je voulais insister. Donc c'est tout à fait. Donc le CUS, c'est une équipe de chercheurs qui est à Neuchâtel, qui a publié mon ouvrage. Et en fait, ils mettent très bien en évidence qu'il y a des canaux migratoires qui se mettent en canaux migratoires, comme par des canaux de production, des canaux de distribution. Là, c'est des canaux migratoires du sud vers le nord qui se mettent en place. Les agents sont concernés, les directeurs sportifs sont concernés, les entraîneurs. Mais tout de suite, pour rentrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on fasse une distinction entre les agents qui sont connus, reconnus, qui sont licenciés en France à la Fédération française de football. Donc en gros, c'est des intermédiaires officiels qui sont là pour favoriser, pour permettre la bonne réalisation des transferts. Et il ne faut pas les mélanger avec les intermédiaires. Les intermédiaires, tout le monde peut être intermédiaire. Journaliste, famille de joueurs, avocat, entraîneur, sélectionneur, entourage, amis, copains. Et les agents officiels, et on en reparlera peut-être, ne vont pas s'aventurer, pour la plupart, ceux qui sont encartés à la Fédération française, vont rarement chercher de la main-d'œuvre sportive en Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils sont confrontés souvent à une très forte corruption du football dont Barthélémy reparlera. C'est très compliqué en gros de faire sortir un joueur, puisque tout le monde veut sa part du gâteau, que ce soit la famille, le sélectionneur national, l'entraîneur, le président de la fédération qui va monnayer une lettre de sortie du joueur. Et en plus, il y a des règlements FIFA depuis 2001 qui, si vous voulez, ne permettent pas à des mineurs de sortir du football, de sortir d'un pays. En gros, il faut sinon qu'il faut qu'ils viennent accompagner de leur famille. Et comme dans le foot, tout se fait en gros avant 18 ans. Eh ben, les agents, ça c'est important, il ne faut pas mélanger non plus les impresarios du football et les intermédiaires. C'est un milieu qui est très hiérarchisé, ça il faut bien le comprendre. Et alors pour rebondir sur ce thème des agents qui évidemment est très important pour bien comprendre comment se structure le foot africain, ce que disait Stanislas, c'est ça grosso modo, moi j'ai pu vérifier sur le terrain, parce que pour vous expliquer un peu les coulisses de ce livre, en fait avec mon collègue Christophe, nous sommes partis 7 mois dans 6 pays d'Afrique de l'Ouest. Donc Sénégal, Gambie, Mali, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo et RDC, une enquête de terrain au cours de laquelle du coup on a principalement erré au bord de terrain assez basique dans les grandes capitales ou dans les villages pour justement aller au plus près du football basique, le football vraiment que pratiquent les gamins de partout. Et donc c'est à partir de cette expérience véritablement empirique qu'on a pu se rendre compte en fait qu'il y avait tout un système pyramidal, une sorte par capillarité de détection et de recrutement des joueurs. Donc ce que je veux dire par là, pour être très clair, c'est que donc mettons sur un terrain d'une banlieue d'Accra, un Ghana, et bien on va tomber sur des gens qui zonent le long des lignes de touche et qui se présentent comme agents. Donc évidemment, comme dit Stanislas, ce ne sont pas des agents, ils ne sont pas encartés auprès d'une quelconque fédération, mais ils se présentent comme tels. Ils ont donc bien souvent un papier avec le logo d'un prétendu club pour lequel ils ont été mandatés, ce qui est bien souvent évidemment pas le cas. Et en fait, ils vont faire rêver un gamin de 12 ans en lui disant donc moyennant entre 3 et 5 000 euros, ce qui est à peu près le tarif habituel. Moyennement 3 ou 5 000 euros, moi je vous offre quoi? Je vous offre un billet d'avion, je vous offre un visa pour le pays dans lequel il y a ce club et un essai dans ce club. Donc évidemment, qu'est-ce qui se passe? Le gamin a les étoiles dans les yeux, devient complètement fou. La famille elle-même, bien souvent, encourage ce projet, elle est totalement en soutien à ce projet, parce que pour eux, c'est quand même un espoir de prospérité totalement fou, quoi. Donc souvent la famille se cotise, voire même la famille élargie, voire même le village. Et donc le gamin part comme ça. Donc ça c'est le premier échelon. Mais ce prétendu agent qui n'est autre en fait qu'un rabatteur, bien souvent, en gros va ramener genre le gamin vers un autre agent qui lui
se trouve en Europe. Et c'est lui en fait qui, quelque part de l'échelon au-dessus, et va centraliser l'ensemble des gamins que ces rabatteurs lui en ont ramené. Donc c'est vraiment très pyramidal comme ça que j'ai pu constater moi notamment avec un réseau donc, qui partait du Mali et qui arrivait du Bamako à Madrid. Donc c'est un chauffeur premier français-italien qui s'appelait Stikina, qui se présentait comme matin. Et donc qui avait ramené un nombre de gamins incalculable à un certain José Jiménez. Donc José Jiménez en Espagne, c'est comme Jean Dupont en France, c'est évidemment un nom d'emprunt. Voilà. Et ce José Jiménez hébergeait une quinzaine de gamins dans la banlieue de Madrid, en leur ayant donc 15-60 000, vous voyez donc les sous qui peuvent se faire très rapidement. Et ensuite, il leur volait leur passeport. Il les laissait dans une situation d'extrême dépendance administrative, parce que les gamins, évidemment, n'avaient plus de papier. Et en plus, les gamins ayant 15 ans se retrouvant dans une ville à des milliers de kilomètres de chez eux, ne parlant pas la langue locale, se trouvent complètement en fait démunis et donc dans une forme d'esclavage moderne. C'est bien la raison pour laquelle on a titré le livre sur ce terme d'esclavage moderne qui peut paraître un peu fort mais qui en fait recouvre une réalité qui existe bel et bien. Voilà, donc c'est pour expliquer un peu mon temporalité, je sais pas si tu vas en dire. Merci. On va faire que de se passer. C'est très bien. Juste, ces gamins donc, qui arrivent en France, des rêves, des étoiles plein les yeux, sont confrontés à un milieu footballistique français qui lui-même a évolué, puisque depuis 1973 en France ont été créés les premiers centres de formation du football. D'accord ? Donc, ils sont déjà soumis à une très forte concurrence en France de jeunes Français, et pas que des Français, qui viennent parfois du Brésil ou autres, qui sont dans les centres de formation français, qui mangent, qui mangent football, et surtout aussi qui sont déjà bien socialisés à l'esprit compétitif français, à la vie en communauté, aux exigences des formateurs français. Donc là, ils arrivent, et puis forcément, leur essai, sauf exception, est un échec. Et là, Barthélémy en parle aussi dans son ouvrage, c'est la honte du retour. Le retour est impossible. On ne reviendra pas au pays si on a échoué. Ça renvoie les travaux de sociologues, notamment le sociologue algérien Abdelmalek Sayad. Et ça, sur la double absence, et notamment sur le fait des espoirs qui sont mis sur l'immigré. L'immigré, quand il doit revenir, il doit forcément revenir au pays, il doit forcément avoir réussi et montrer qu'il a réussi. Par une maison, par une voiture, par des vêtements, par des cadeaux et autres. Après, sur le terme esclavage, là, ce qui me différencie concrètement avec Barthélémy et avec d'autres auteurs avant qui ont utilisé ce terme, je pense à un ouvrage de Marie Zélan-Gébé, une ancienne athlète qui est devenue journaliste. Elle avait écrit un livre aussi et parle d'esclavage. Moi, je suis pas d'accord. C'est pas de l'esclavage, parce que l'esclavage, ça a duré plusieurs siècles, ça a affecté des millions de personnes. Et en plus, cette migration de ces jeunes s'appuie sur un très fort désir d'Occident qui n'était évidemment pas là présent au moment de la traite négrière. Et les mots sont importants. Et moi, je me suis intéressé justement à la construction de ce désir. En gros, qu'est-ce qui fait que des jeunes footballeurs africains veuillent aller en Occident? Et il n'y a pas que des raisons socio-économiques. Je me suis notamment intéressé au cas algérien. Il y a aussi des raisons géographiques, il y a aussi des raisons culturelles, des raisons politiques aussi parfois. Donc, je nuancerais vraiment ce terme esclavage. Voilà. Eh bien, pour le défendre, justement, nous on a évidemment pas mal été questionnés sur le choix de ce terme. Donc, disons que nous, ce qu'on cherche à montrer à travers cette expression, c'est que d'un côté, on parle d'esclavage moderne, donc c'est, comme je dis, une situation d'extrême dépendance administrative ou d'extrême détresse dans laquelle peuvent se retrouver les gamins, et surtout, genre, ces enfants-là sont quelque part esclaves de leur propre rêve, et ça rejoint exactement ce que tu viens de dire. C'est qu'en fait, donc, il y a toute cette pression sociale qui fait que dès lors qu'on est parti grâce aux économies de toute la famille dans un pays, la réussite est obligatoire. Et l'échec est absolument inscrit. En revanche, ce qui se passe aussi, c'est que cette migration, oui, en fait, c'est une personne qu'on a rencontrée en Afrique durant notre voyage qui s'appelle Saher Seck. Cet homme, Saher Seck, c'est un homme d'affaires sénégalais qui accessoirement est président de la Ligue de football professionnelle sénégalaise, qui a beaucoup investi dans le foot sénégalais, et qui est président d'un club de foot qui s'appelle Diamba, qui
qui est un club, un des rares clubs exemplaires en Afrique, aussi bien dans la formation, donc ils essayent de former aussi les esprits et pas que des corps, enfin c'est quelque chose d'assez exemplaire. Et donc ce monsieur, qui est un très bon connaisseur du football africain, on l'a rencontré au début de notre voyage, donc à un moment on était peut-être un peu plus naïf, je dirais, sur les réalités de son foot. Et donc je lui ai posé cette question assez naïve en disant mais je comprends pas comment ça se fait que alors que des milliers de gamins se font arnaquer suivant le même modèle, donc payer entre 3 et 5 000 euros pour un essai qui n'aura jamais lieu, comment est-ce que ça peut se perpétuer? C'est absurde. Donc d'un point de vue extérieur, ça peut paraître absurde. Donc je me suis regardé, à rigoler, et m'a donné une réponse que j'ai trouvée très juste et qui fait bien comprendre qu'on n'a pas affaire forcément à des footballeurs migrants, mais bien à des migrants qui souvent disent qu'ils sont footballeurs. Il m'a dit mais écoutez, quand vous êtes père ou mère d'un gamin, que vous avez vu que la famille d'à côté ils ont payé 5 000 euros à ta sœur pour que le gamin il traverse le Mali puis la Libye, qu'ensuite il traverse, donc il se retrouve en Libye dans l'enfer libyen, qu'ensuite il traverse il traverse en bateau, qu'il arrive à Lampedusa, qu'il se retrouve en centre de rétention et qui vit un enfer absolu pour très probablement se faire rapatrier dans son pays. Quand un agent, qu'il soit vrai ou non, propose de venir en avion en France pour 3 millions, mais bien sûr que les gamins sont sur location. Donc il y a quelque part cette réalité qui est indéniable, c'est que le football est devenu un vecteur de migration. C'est vraiment ça que nous, on a essayé de souligner dans ce livre, et c'est une thèse qui est appuyée par une ONG, qui nous a donné pas mal de matière pour faire ce bouquin, une ONG qui s'appelle Foot Solidaire, qui a été créée par un ancien joueur camerounais qui s'appelle Jean-Claude Djoumi, qui aujourd'hui s'est contesté par diverses raisons pour Internet par la suite, si vous voulez, mais qui a fait un travail quand même assez admirable pendant 10 ans, en recueillant les témoignages de tous ces gamins pour pouvoir justement tirer des analyses un peu plus systémiques de ce qui se passe sur le continent africain. Et d'après eux, plus de 6 000 mineurs chaque année issus du continent africain arrivés en France pour des raisons footballistiques. Voilà. Rapide, donc sur Diem Bars, dont tu as parlé par Télémy, fondation, association créée par CRC, qui est aussi un footballeur professionnel, Jean-Marc Adjouri Boko, Bernard Lama, Patrick Vieira, et eux se distinguent de tous les centres de formation qui ont proliféré, il y en a plus de 1000 en Côte d'Ivoire, par leur discours qui est en fait le football ça peut être un moyen, mais si voilà, football vecteur d'éducation, mais on va vous former à d'autres métiers, sous prétexte du football on va vous apprendre un métier, caméraman, instituteur. Il y a quelques réussites professionnelles quand même à Lille, notamment Idrissa Gueye, mais eux c'est vraiment donc le football comme vecteur d'éducation, et c'est une exception. Sur Jean-Claude Mkouvim, l'association Football Solidaire, tu l'as dit, assez controversé, c'est que derrière c'est créé tout un business dans lequel se sont engagés quelques acteurs pour défendre les jeunes joueurs. Mais c'est pas dit que dans ce business tout était forcément tout n'a pas été très clean, en touchant notamment des subventions de la Commission européenne. Je confirme. Pour revenir un peu sur les centres de formation, parce que je pense que c'est un truc assez intéressant à souligner, il y a une évolution quand même assez récente en Afrique. C'est que donc face à ce boom, à cette espèce d'appel d'air que crée le foot comme espoir de migration pour les gamins, en fait, il y a tout un marché de la formation en fait, qui s'est créé en Afrique avec des académies poubelles, ce qu'on appelle des académies poubelles, et des académies de qualité. Donc les académies de qualité sont type ça fait Bernard vous a parlé. Voilà, il y a vraiment des moyens, il y a des formateurs, il y a une éducation qui va derrière. Et donc ça, fatalement, ça reste assez limité, ils se comptent sur les doigts du monde pour l'ensemble du continent, ces centres. Voilà, mais donc ça c'est pour la crème de la crème footballistique africaine. Notamment par exemple Sadio Mané, qui est passé par Génération Foot, qui est un autre centre de formation sénégalais de qualité, qui a un partenariat avec le FCMS. Donc si vous voulez, ça c'est vraiment pour les meilleurs joueurs, parce que c'est hyper bénéfique comme système, on est repéré jeunes, on est bien encadré, il y a un partenariat avec le club européen, donc on arrive en Europe dans des conditions un peu pratiques, tout se passe bien quand même. Mais sauf que le tangent, le côté obscur, celui dont on parle moins et qui pourtant concerne l'immense majorité des jeunes joueurs, c'est celui donc des académies poubelles. Donc là c'est l'extrême inverse, entre les deux évidemment il y a toute une palette de nuances. Donc pour les académies poubelles, nous on a beaucoup visité, beaucoup côtoyé des gens dans lesquels on a passé 2 mois, parce que justement c'est pas des chiffres précis, mais disons que les connaisseurs du foot ivoiriens disent qu'il y a plus de 400 académies rien qu'à Abidjan, tu disais 1000 en Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment une sorte de hub de la formation footballistique. La Côte d'Ivoire est quand même un pays qui draine des diasporas de pays d'Europe. Voilà.
Et donc ces académies-là, c'est vraiment en fait d'académies, elles n'ont vraiment d'académies que non, parce qu'il s'agit simplement d'un terrain poussiéreux avec 3 ballons crevés, 3 chasubles, et évidemment il y a un site internet un peu bien fait où ils font semblant de dire que tel joueur est parti au FC Nantes par exemple. Et ça on avait vérifié, le joueur qui est censé partir au FC Nantes, il était parti au Poiré-sur-Vienne, donc il est juste à côté de Nantes, mais qui n'est pas vraiment en Ligue 1, mais plutôt en 4e division, je crois, française, juste comme ça. Donc voilà, et évidemment, ces mecs font payer des fortunes encore en gamin, ils en ont 400, et un peu ils hébergent dans des conditions catastrophiques, les gamins sont bien souvent loin de leurs parents, et il y a encore ce même système dont on parlait tout à l'heure, voilà, moi je suis un gamin de la campagne, mes parents donnaient beaucoup de sous pour que je vienne à Abidjan, à faire cette formation soi-disant de qualité qui permet de... C'est pas nouveau ça. En fait, on va dire que ceux qui s'occupent des joueurs de les amener, après souvent les amènent et puis après peuvent négocier leur contrat, mais ils ne vont pas les suivre au quotidien. En revanche, si ces joueurs sont bons, je dis bien seulement si ces joueurs sont bons, le président de club, il y a souvent des acquaintances avec les préfectures. Le président de club va les aider à obtenir leurs papiers, des titres de séjour, des permis de séjour, mais on pourrait croire à une démarche philanthropique, mais c'est aussi un moyen de les tenir et les fidéliser au club, de les dire bah voilà, moi je t'ai aidé à avoir ton permis de séjour, donc maintenant tu vas rester 1 an, 2 ans encore avec nous. Et il y a eu beaucoup de cas comme ça où ils ont joué sur le flou juridique et surtout la méconnaissance, c'est normal, des jeunes footballeurs africains, des droits français. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que leur droit, ou plutôt leur capacité à se repérer dans un monde plein d'incertitudes, peut changer en fonction du fait d'être majeur, en fonction du fait d'être bon sur le terrain, en fonction de savoir s'entourer avec un nouvel agent, et puis aussi leur peut-être, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais leur intelligence, leur instinct, c'est-à-dire à un moment savoir se repérer, s'entourer des bonnes personnes, et dans un contexte où les droits communs, où les quotas dans le football, depuis les années 80, sont tombés. Donc en gros, il est de plus en plus facile ensuite pour eux, contrairement à avant l'arrêt Bosman de 1995, de pouvoir jouer dans un club de première division parce qu'il y a des accords entre pays. Donc c'est possible. Donc cette situation, c'est pas une fatalité, c'est que ils peuvent faire évoluer leurs droits aussi. Mais ça dépend beaucoup de leur performance sur le terrain. Et après, pour rebondir sur ce que vous disiez, sur la notion de flou juridique, effectivement, il y a pas mal de petites ficelles comme ça sur lesquelles peuvent s'appuyer à la fois les joueurs, mais aussi les clubs lors des recrutements. Par exemple, il y a des accords qui sont souvent passés entre certains pays africains et certains pays ex-colonisateurs. Je pense notamment, par exemple, à plusieurs adolescents saoudiens que nous avions rencontrés et qui, en fait, eux, avaient réussi à s'intégrer dans une filière d'immigration via le foot au Portugal, parce qu'il y a des accords en fait, où on peut obtenir un visa plus facilement, étant donné les liens historiques qui unissent les deux pays. L'autre petite technique juridique qu'ils peuvent utiliser là pour le coup les clubs, c'est justement quand il s'agit de joueurs mineurs. Donc ça, comme Stanislas le disait tout à l'heure, la FIFA a interdit le transfert de joueurs mineurs à l'étranger, sauf dans un cas. Dans le cas où les parents eux-mêmes se déplaceraient dans le même pays que l'enfant, pour une raison qui n'est pas liée au football, ce qui déclenche certaines petites magouilles, notamment un président de club en Espagne, qui est aussi propriétaire d'un bar, qui a avant tout engagé les deux parents comme serveurs, et qui a pu ensuite amener le gamin. Donc il y a pas mal de systèmes comme ça, de biais par lesquels en fait, les législations sont contournées. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur d'autres thèmes. Est-ce que les centres de formation africains ont trouvé des moyens efficaces justement pour lutter un peu contre la rapacité de ces agents un peu trop? Non. Très bien. Pour développer un peu plus, c'est vraiment très compliqué du fait de l'énorme pouvoir d'attraction du mythe de l'Eldorado américain sur les mentalités des gamins en fait. Il y a évidemment beaucoup de travail de sensibilisation, de discussion auprès des gamins, mais en fait ça reste très difficile de les en empêcher. Ce qui se passe, c'est que par exemple la FIF, donc la
Fédération ivoirienne de football, elle, a fait tout un travail pour forcer les gamins, par exemple, à s'enregistrer auprès de la Fédé, donc à avoir un numéro de licence, et donc à empêcher les transferts frauduleux, parce qu'en gros, ça permet une certaine traçabilité des joueurs. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé dès lors qu'ils ont essayé de mettre en place ce programme, en fait, la moitié des gamins ont refusé tout simplement de s'inscrire, d'avoir ce numéro de licence, qu'avoir ce numéro de licence dans la tête des instances, c'est être protégé, c'est éviter d'être travaillé d'un club à un autre, au mépris du droit du travail, dans des conditions parfois inhumaines, mais dans la tête des gamins, c'est surtout un frein parce qu'on se dit que si on est enregistré, il va falloir un peu suivre les législations en vigueur, donc ça va être plus compliqué de se faire transférer, donc on ne va pas pouvoir partir. Donc en fait, c'est en ce sens que c'est un esclavage consenti et qu'ils sont esclaves de leurs propres rêves, c'est qu'ils sont eux-mêmes prêts à se mettre dans des conditions compliquées parce que l'urgence du départ est telle qu'ils sont prêts à tout pour partir tout simplement. Et rapidement c'est intéressant, sur la mise en, ce que tu dis, sur la mise en administration du sport, en fait, le fait de devoir s'enregistrer, on sait que le sport repose aussi sur une très forte bureaucratie, et bien les agents eux-mêmes parfois ont été jusqu'à prendre leur licence d'agent pour pouvoir travailler plus tranquillement, en disant bah, ok, comme ça je suis moins contrôlé fiscalement, je peux faire mes affaires, j'ai pas de compte à rendre, j'ai pas de bilan d'activité à rendre aussi. Donc ça aussi c'est une tendance, sachant qu'aussi il y a du trafic de licences à l'échelle internationale. Donc par exemple vous aviez quelqu'un qui avait une licence française, et ben, il pouvait trouver sa licence à quelqu'un qui allait lui amener des contacts et des clients au moment de la transaction, il allait mettre son nom avec les rétrocommissions. Il y a aussi donc, il y a de la location de licence. Et puis l'examen de la licence d'agent devait se passer donc, au siège des fédérations nationales. Alors en Afrique, par exemple, je vais citer d'autres exemples, j'ai pas d'exemple là-dessus, mais je sais qu'en Afrique, des fois, les sujets de l'examen étaient connus avant les candidats sur le parking de l'épreuve. D'accord. Donc parce qu'il y a des complicités en interne au niveau des présidents de club, tout ça, ça circulait au niveau de la commission de licence. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont mis en place la nationalisation du football, un peu comme sur le modèle de l'Algérie? En fait, c'est la nationalisation du football. Bah, les liens entre sport et politique en Afrique sont très développés, puisque rien qu'à la période coloniale, le football et le sport, mais pas que le sport, également le scoutisme, a été un vecteur de mobilisation collective pour l'indépendance. C'est-à-dire que plein de jeunes, en gros, dans les années 50, étaient membres de certains clubs ou aussi de structures scouts. Et c'est là que s'est forgé aussi l'idéal nationaliste. Voilà, par des chants patriotiques, par de la religion, des cours de religion, des cours d'histoire. C'est le cas algérien, mais c'est dans d'autres pays, c'est pareil. Et aussi en Asie, ça c'est intéressant au niveau du Vietnam, Indochine, ça s'est passé. Le sport et le football, le scoutisme a été utilisé à des fins d'indépendance. Donc après 62, qu'est-ce que faisaient les jeunes pays indépendants? La première chose, c'était de vouloir se faire reconnaître auprès de la FIFA, ou s'enregistrer auprès du Comité international olympique. Les liens entre sport et politique ont été très développés. Mais dans ce que disait Barthélémy aussi sur les transferts de joueurs, je pense que le cas algérien est connu. On ne pouvait pas quitter son pays dans les années 70 si on avait moins de 28 ans. J'ai demandé parce qu'il fallait d'abord jouer dans le championnat local pour justement augmenter la qualité des clubs, du niveau du championnat, pour surtout pouvoir être très libérable avec l'équipe nationale, en cas de matchs internationaux. Mais c'est arrivé pareil, Roger Mila m'avait dit, lui il avait moins de 28 ans, il était en gros, pour sortir d'un match au Tonnerre ou au Canon de Yaoundé, les émissaires de Saint-Etienne dans les années 70 sont venus voir, un colonel a dit non, toi, tu restes au pays. Et il a pu sortir assez tard, en 78, en 77, et dans des conditions, il arrive à Valenciennes, et lui c'est pareil, il est très mal informé, quand il arrive, en fait, on va le loger au-dessus d'un bar, avec sa femme, dans une chambre glaciale à Valenciennes, et il ne sait pas au moment où il signe, parce qu'il n'a pas d'agent, que en fait il est considéré comme un joueur extra-communautaire et il dépasse le quota. Donc il va passer un an sans jouer, jusqu'à démarrer sa saison en 78. Donc les liens entre sport et politique sont très présents pour les États africains. Là il y a la CAN qui est ici devant nous. Le vainqueur de la CAN, on a coutume de dire que le sport c'est un enjeu de prestige entre les nations, la vitrine d'un régime politique, un instrument de propagande. Voilà, donc peut-être Barthélémy. Sur le sujet, effectivement, je me souviens que, par exemple, la CAN gabonaise avait pas mal fait parler. C'était un exemple typique
de ce en quoi le sport pouvait être hyper important pour un régime. C'était donc ils avaient organisé la CAN à grands frais dans un pays qui était en pleine crise politique, et qui plus est, auparavant, juste avant la tenue de la CAN, je crois que c'était l'année précédente, ils avaient aussi fait venir Léo Messi, moyennant un chèque astronomique, pour qu'il vienne juste une journée, il se balade en papamobile, il fait bonjour à tout le monde. Le foot est un réel vecteur de prestige et aussi d'identité et de distinction en Afrique. J'en veux par exemple tout puissant Mazembe, donc la République démocratique du Congo, pardon, qui en fait est détenu par, j'ai un trou de mémoire, le merci, voilà, qui a longtemps été, qui était dans l'opposition politique. Donc il y a vraiment des lignes de fracture ou d'assemblages comme ça qu'on peut retrouver dans le foot africain. Et voilà, c'est des enjeux politiques qui sont assez importants. Sur ce point, j'ai plus grand-chose à dire de plus. Il y a une question. Qu'est-ce que je voulais dire? Je m'appelle Georges, mais je suis. Et c'est Marc qui m'a organisé cette conférence. Alors, je vous ai écouté là très bien, vous dites des bonnes choses, et il y a des choses que vous dites vraiment du bout des lèvres. Il faut savoir que je vais parler par exemple du Cameroun, parce que je suis camerounais, et je connais très bien Roger, Bell, Ono, et certains qui sont morts. Le football en Afrique est vecteur de beaucoup de choses. De cohésion sociale, d'arrangement politique, des tricheries, des escroqueries. C'est-à-dire, c'est une mafia difficilement démontable. Vous ne pouvez pas vous imaginer la profondeur de cette gangrène que on est en train de parler de ça comme un amusement. Mais vous parliez des familles tout à l'heure. Combien de familles africaines sont venues avec leurs fils mineurs en France? Je n'en connais pas beaucoup. Au Cameroun, rien. Je peux dire zéro. Et le football est utilisé pour des promotions politiques. On a vu Eto'o s'afficher avec un président de 88 ans en nous disant que c'était le meilleur. Alors, Eto'o, quand il arrive au Cameroun, il est dans son 4x4 ML. Il a des sacs de billets dans la voiture. Il jette les billets par les fenêtres. C'est tout un quartier qui court. Eto'o dit de voter pour quelqu'un qui ne fait rien. Pour la jeunesse, pour le foot, pour le sport. Il ne fait rien. Il est dans sa tour en or. Le Cameroun a gagné. Il viendra vous dire les félicitations ont l'air indomptables. C'est tout. C'est tout. C'est quelqu'un qui se déplace, il va en Suisse, il va faire ses traitements. Combien ça coûte? Un déplacement présidentiel. Et à côté de ça, vous allez à l'Uniswara. Je crois que vous avez été, les gamins jouent sur la poussière, pieds nus, blessés, il n'y a même pas de soins. À l'hôpital, il n'y a même pas de compresse. Donc, moi je pense que on est victime aussi vraiment de ces passeurs qui viennent tromper les gamins. Ils arrivent, vous savez, un billet de 10 €. Quand on montre à un petit qui joue au football, il voit les voitures avec lesquelles il roule, les voitures de son, les voitures de Njéfi et tout ça, il se dit, mais ils ont tous joué ici. Moi aussi je peux m'en aller. Tout ce que vous allez lui proposer, il est prêt à partir. Et certains parents s'endettent, effectivement, s'endettent pour pouvoir payer ce passeur qui ne connaît rien du football, rien. Il va vous sortir une carte, un nom, un dossier, il vous fait signer le papier, il vous donne le numéro de compte, et on vient l'argent. Il y en a qui prennent l'argent, on ne les revoit plus, et le gosse reste là à attendre. Combien de gamins ont arrêté l'école parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé en Turquie, en Saint-Étienne, à Marseille. Ça dure le temps que le gars s'arrange, il prend les sous et il s'en va. Donc moi je pense que des gens comme ça, ils font du mal au sport. Ils font du mal au sport. C'est pas seulement à ces familles, parce que c'est plus profond que ça. On détruit un enfant qui avait peut-être l'avenir, et s'il commence par des échecs comme ça,
Même s'il lui donne des moyens après, il est blessé, il aura toujours peur. Quand il arrive ici, combien on en met sur les trottoirs parce qu'il ne sait plus où aller. On le prend, il a 18 ans, on lui dit va chez l'assistante sociale, tu as que tu as 13 ans. Tout le trafic des âges. Puisqu'on lui dit, si tu dis à l'assistante sociale que tu as 12 ans, en France tu vas être considéré comme mineur, on va te donner une chambre et tout ça. Il est obligé de trafiquer des papiers ou aller dire des mensonges, et on le prend comme un enfant de 13 ans. Et il est musclé comme... Ah, ben, c'est vrai. Ouais, allez, sa question. Et nous-mêmes, ceux qui réussissent à trouver les corps, avec des âges comme ça se voit, leur carrière ne dure pas. À la moindre blessure, tac, c'est fini, ça s'arrête. Ça a duré 6 mois. Tant. Merci pour votre intervention. J'ai deux choses à dire, à répondre. La première, c'est vous avez sur la question sur les solutions envisageables. Je n'aurais pas la prétention de déjà une solution. Malheureusement, je suis même un peu pessimiste dans le sens où j'ai l'impression que la force dynastique du système qui est actuellement mis en place dans le foot africain va être très longue à endiguer. Tout ce que je peux dire, pour être positif, malgré tout, c'est quand même que l'émergence de ces clubs formateurs qui commencent à tisser des partenariats avec des clubs européens, donc des partenariats officiels sur le long terme, pérennes, grâce auxquels donc les joueurs comme, encore une fois, je prends l'exemple de Sadio Mané, mais il y en a pas mal d'autres, il est parti à Lille aussi, les joueurs de Dakar Sacré-Cœur qui ont désormais un partenariat avec l'Olympique Lyonnais, il y a quand même pas mal de systèmes comme ça qui sont en train de se mettre en place, et ces systèmes-là, ce pourquoi ils sont bien, c'est parce que les clubs européens, comme le FC Metz par exemple, qui est en partenariat avec le champion, en gros, dès lors qu'ils revendent leurs joueurs beaucoup plus cher, donc Sadio Mané par exemple qui explose, on les revend beaucoup plus cher à Leipzig à l'époque, à Salzbourg à l'époque, et ben en fait, il y a ce qu'on appelle des indemnités de formation. Donc ça c'est quelque chose qui a été mis en place par la FIFA, qui veut quoi? Qui veut qu'en gros, voilà, il y a une partie de la somme du salaire, du transfert, pardon, excusez-moi. Une partie de la somme du transfert qui est versée au club vendeur, qui va être versée au club précédent. Et donc c'est une forme de solidarité, de contribution, qui permet en fait de rééquilibrer la balance et d'éviter que ce soit simplement les clubs européens qui, en se vendant les joueurs entre eux, se fassent un max de blé, et que les clubs formateurs en Afrique, eux, ne touchent pas d'argent. Donc en fait, le fait qu'il y ait une traçabilité, qu'il y ait un partenariat, ça permet à ces clubs africains de toucher ces indemnités de formation, ce qui n'est malheureusement pas souvent le cas, voire parfois pour certains petits clubs, jamais le cas. Qu'est-ce qui se passe en fait, c'est que je vais essayer de le faire court et compréhensible, parce que c'est là on rentre un peu dans la salle des machines des arnaques du foot africain, mais grosso modo, nous on a rencontré un cas selon lequel en gros un ancien joueur d'un tout petit club qui s'appelle le CS Aigle Vert de la banlieue de Kinshasa. Ce joueur est assez connu, il s'appelle Junior Kabaloga, c'est un attaquant de l'équipe nationale des Léopards qui était meilleur buteur de la CAN en 2015. Et bien donc ce joueur, quand il était gamin, jouait au CS Aigle Vert. Il est passé par toute une batterie d'autres clubs à Kinshasa et Lubumbashi. Et là il rencontre deux personnages importants du foot congolais qui s'appellent Max Moki pour le premier, surnommé Mafiator Kinshasa, je vous laisse imaginer l'opacité du personnage, et un agent italien du nom de Fabio Baglio. Ces deux personnages sont en lien avec Anderlecht, donc le club de Bruxelles, qui évidemment, donc là on est encore sur un passé sur des relents coloniaux, c'est la relation entre la Belgique et la RDC. Ces agents s'arrangent pour que Anderlecht achète ce joueur Junior Kabaloga, pas trop cher en plus, et Anderlecht en fait à ce moment-là aurait dû reverser une partie de la somme qu'il débourse pour acheter Kabaloga au premier club qu'il avait formé, qui s'appelle le CS Aigle Vert, mais qui est un club de quartier complètement paumé, qui est donc dirigé par un certain Jean-Pierre Boxinawanga, voilà, et qui n'a même pas internet. Donc en fait, Jean-Pierre qu'on a rencontré s'est rendu compte peu à peu que, oui, en fait, il avait droit à une certaine somme, qui était quand même assez élevée, c'était 100 000 €.
Et en fait, on avait compté juste sur le fait que d'un, il n'est pas les connaissances juridiques pour pouvoir légitimement le prétendre, et deux, qu'il n'ait pas les moyens ni financiers ni techniques de pouvoir engager une procédure pour récupérer cet argent, ce qui a quasiment été le cas, parce que pour déposer une procédure, une demande, déposer une procédure à la chambre des litiges de la FIFA pour dire regardez, la FIFA fait un truc, là il y a une irrégularité, c'est 4300 francs suisses là. Vous imaginez que c'est une somme assez élevée pour un président du club amateur de la banlieue quinoise. Et qui plus est, il faut envoyer toutes les preuves pour justifier la démarche par fax. Sauf que Jean-Pierre, il a la fax. Il fait ça depuis le café internet. Et voilà, c'est juste pour vous expliquer à quel point il y a une forme de rapacité systémique qui s'opère de la part des clubs européens qui compte tout simplement sur le manque de moyens des clubs africains. Sinon, économiser 100 000 euros, ce qui est quand même à l'échelle d'un club comme Anderlecht, qui, je ne sais pas, mais à la limite doit avoir 100 millions, 120 millions d'euros de budget, reste quand même une somme dérisoire. Donc il y a vraiment une forme de rapacité qui s'opère. Voilà. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais parler, j'essaie de faire plus vite, pardon, c'est sur le trafic d'âge. C'est effectivement une notion que vous avez soulevée, dont on n'a pas encore parlé, et qui est pourtant essentielle pour bien comprendre. Là encore, on est vraiment dans la salle des machines du foot africain pour bien comprendre comment fonctionne le foot africain. En fait, le trafic d'âge en Europe, on en entend régulièrement parler, donc on se marre parce qu'on voit une photo d'un joueur qui est clairement à l'air d'avoir 45 ans et qui joue dans des équipes de moins de 17. Voilà. Et nous, on trouve ça marrant, c'est folklorique quelque part. Sauf qu'en fait, moi je percevais ça de cette manière, moi aussi, et c'est par cette porte en fait qu'on a commencé à s'intéresser au foot africain, à faire ce bouquin. C'est qu'on s'est rendu compte que ce trafic d'âge, c'était pas quelque chose d'isolé, c'était quelque chose de systémique. Il y a deux intérêts au trafic d'âge. Il y a soit quand on est mineur et qu'on veut pouvoir avoir un transfert et échapper à la législation interdisant le transfert mineur, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, on se vieillit. Donc c'est assez simple, on se rend dans une mairie, il y a des mairies, notamment en Côte d'Ivoire, qui sont assez connues pour avoir des agents administratifs assez laxistes et qui prennent assez facilement des notes sous table pour changer de date de naissance. Et donc là, on a plus de 18 ans, donc c'est bon, on peut être transféré, on échappe à la législation contre les transferts mineurs. Ou à l'inverse, il y a effectivement le phénomène dont je parlais, à savoir j'ai 22 ans quelque part dans l'industrie du football, on est déjà loin de à la fin de la post-formation, même au début de la carrière, donc clairement si on n'a pas percé, si on n'est pas arrivé en Europe, en gros on est foutu. Donc là qu'est-ce qui se passe? On va se présenter comme ayant 21, 20, 19, 18, 17, voire 16 ans, des fois il y a des cas vraiment abusés, et c'est un phénomène qui est très 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 répandu. J'en ai pour exemple l'équipe du Bénin qui récemment s'est fait taper sur les doigts pour ça, et j'en veux pour exemple aussi l'équipe du Cameroun, ouais, où il y a eu, je crois vraiment je vais à la bouche, mais 11 joueurs sur l'ensemble des 23 qui étaient sélectionnés pour les moins de 19, qui en fait avaient beaucoup plus. Et pareil, la présélection des Nigérians il y a 2 ans pour les 19, donc le Nigeria est le pays le plus titré dans les compétitions de jeunes. Ce qui s'explique par le chiffre que je vais vous donner, sur les 60 joueurs qui étaient présélectionnés pour participer à la compétition, il y en avait, je voulais faire un petit effet, mais je crois qu'il y en avait 42 qui, via des tests osseux, ont été, avait largement plus que l'âge légal. Voilà pour ma part, peut-être. Oui, rapidement, je vous remercie pour votre analyse. Moi, je voulais juste vous dire que sur les trajectoires et les cas tragiques en fait, de ces jeunes qui sont abandonnés, nous on a beaucoup parlé d'Europe. Il y a eu depuis une dizaine d'années des journalistes qui se sont intéressés aux joueurs qui étaient emmenés jusqu'en Indonésie par des filières, par des passeurs. Et là, vous savez très bien que leur sort est encore plus terrible, puisque là aussi, ils vont jouer parfois dans des petits clubs. On va gagner 50, 100 euros par mois, on va leur prendre leur papier. Donc là aussi, on peut vraiment parler de trafic d'êtres humains. Certains vont être obligés de se prostituer. Donc c'est vraiment, là, on est vraiment dans le trafic d'êtres humains. J'avais autre chose à dire, mais je reviens tout à l'heure, je sais pas. J'avais 2 questions. La première, on parle depuis tout à l'heure de passion footballistique, de mythe de l'Europe, des pays pauvres vers des pays riches, mais on n'a pas parlé des gens qui retournent, qui ont la double nationalité, qui veulent jouer dans leur pays d'origine. Donc ça c'est la première question, ce qu'il en est, etc. Comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça leur apporte.
Et donc la deuxième question, c'est pour rebondir sur l'âge. Qu'est-ce qui se passe en fin de carrière pour les footballeurs pourtant européens, mais qui jouent, qui ont des origines diverses et qui jouent par exemple pour des clubs européens, qui vont se retrouver en Indonésie ou dans d'autres pays, enfin dans d'autres pays comme des pays d'Afrique, à jouer pour une misère en fin de carrière, et voilà, leur reconversion, etc. Merci. Première question, donc plutôt sur le phénomène qui s'est développé au début des années 80, entre guillemets, les binationaux, donc par exemple français d'origine algérienne, français d'origine congolaise, qui vont jouer pour les sélections de leur pays d'origine. Donc là, on peut y voir très clairement les phénomènes à la fois de réussite, plutôt d'incarnation du mythe de la réussite aux yeux de leurs parents. C'est-à-dire, à un moment, il faut incarner cette réussite familiale. On va réussir, on va montrer qu'on a réussi dans le pays de nos origines. Et là, il y a différentes raisons. Comme pour tout à l'heure, j'ai un petit peu parlé de ce désir de France, de ce désir d'Occident, ce désir d'aller jouer pour l'équipe de son pays d'origine. On a à la fois des raisons sportives, parce que souvent, ce n'est pas des joueurs de top catégorie qui vont être pris en équipe nationale, en équipe de France. Là encore, il y a des raisons culturelles, il y a des raisons familiales. Et puis, il y a des filières sportives aussi qui se mettent en place du nord vers le sud. Et en Algérie, je connais très bien je m'étais beaucoup intéressé à cette filière qui avait été mise en place par l'amicale des Algériens en Europe, qui avait une direction sportive. Et le but, ça avait été tout d'abord de créer une sélection des immigrés. Et on les faisait jouer contre une équipe nationale en Algérie. Donc il y avait des matchs de beurre, entre guillemets, en Algérie. Et forcément, là, une filière sportive se dessinait. Et c'est pas nouveau, puisque le premier joueur né en France qui arrive en équipe nationale algérienne, c'est Nordin Kourichi, c'est en décembre 1980. Vous voyez, donc c'est pas nouveau ce phénomène. Et l'Algérie, elle a été le pays qui a été donc le premier pays à autant utiliser ses binationaux, mais aussi les plus nombreux. À la CAN, là, aujourd'hui en Afrique, peut-être sur les 24 ou 22 joueurs sélectionnés, d'ailleurs le sélectionneur national est Jamel Belmadi, c'est un Français d'origine algérienne, que j'ai rencontré. Il y en a au moins 90% qui sont nés, formés en France ou en Europe. Donc ça, on voit bien ce phénomène d'extraversion du football qui se met en place, qui rejoint aussi le phénomène dont tu as parlé, c'est les centres de formation, ou plutôt ces liens qui se font entre les centres de formation français et africains. On assiste, on pourrait voir du côté européen, à une délocalisation de la formation. Une délocalisation de la formation. On va produire de la main-d'œuvre, mais moins chère. Et c'est moins risqué, parce qu'on la produit là-bas. Donc si ça ne marche pas, si elle n'est pas assez performante, elle reste là-bas. On ne s'embête pas, les parents, la famille, les billets d'avion, l'accueil, l'hébergement. Donc là, c'est très clairement, on va délocaliser la main-d'œuvre, la production de la main-d'œuvre. Après, sur les reconversions des joueurs, c'est passionnant, et dans mes recherches, je me suis beaucoup intéressé avec des footballeurs, anciens footballeurs camerounais. Tous n'ont pas eu la réussite de Roger Mila, nommé ambassadeur itinérant du Cameroun, de Michel Kahn, nommé à la KG Sport Academy, donc un des centres de formation. Moi, j'ai rencontré des joueurs qui étaient devenus quasiment des clochards, de toute nationalité. Mais ça arrive aussi en France. C'est-à-dire même des Français qui ratent leur reconversion. Mais ce qu'on voit, c'est que dans le cas d'une question migratoire, évidemment, il est beaucoup plus difficile pour des immigrés de réussir dans un milieu ultra concurrentiel qu'est le football français, où même des joueurs français, anciens footballeurs pro, sont évincés. Et j'ai juste une remarque pour finir, c'est regarder le nombre de footballeurs blacks, africains, maghrébins, qui sont aujourd'hui entraîneurs d'une Ligue 1, d'un club de Ligue 2, qui sont présidents. D'où mon expression, c'est qu'au-delà du terrain, la couleur du football, c'est une couleur blanche. La couleur du football, c'est blanc. C'est les blancs qui tiennent encore le pouvoir, des blancs et des hommes. T'as une autre question? Peut-être revenir sur à la question des sélectionneurs blancs en Afrique, c'est l'effet inverse. Du coup, c'est aussi le mythe que le côté tactique est géré par l'apanage des Européens. Mais comment c'est vécu sur place par les fans de foot est-ce que c'est légitimé par tout le monde? Parce qu'il y a des sélectionneurs qui font leur carrière en Afrique, c'est-à-dire Claude Leroy ou Hervé Renard, il compte une rallye, il fait un bid, il repart en Afrique. C'est une possibilité de carrière supplémentaire finalement. Alors il y a deux choses, je pense, dans votre question. Il y a effectivement le côté,
du côté, si on se place du point de vue des entraîneurs blancs ou français, en tout cas, il faut partir du principe que le milieu de l'entraînariat est hyper concurrentiel aussi et que les places sont très chères. Donc effectivement, c'est créé au fil des 3 dernières décennies, je dirais, une sorte de succursale pour les entraîneurs blancs, à savoir, j'ai pas trouvé de strapontin en Ligue 1, en Ligue 2, en Bundesliga ou que sais-je encore, je vais aller entraîner en Afrique. Donc il y a vraiment ce côté-là, du point de vue purement professionnel, stratégique de la part des entraîneurs. Après, effectivement, il y a un autre aspect qui est de l'ordre de l'imagerie et de l'ordre du cliché, effectivement, qui est charrié en Afrique, selon lequel il y a un manque de culture tactique de la part des footballeurs africains, du football africain en général, et que du coup, il faut avoir des entraîneurs européens pour arriver à pallier ces manquements. C'est quelque chose qui est très enraciné dans l'imaginaire du foot. Ouais, avoir à Bordeaux de Fagnol et tout. Voilà, c'est ça, c'est l'introduction de dont la préface a été faite par Toulouse, d'ailleurs. On n'a pas une préface qui s'empire après. Et oui, je voulais juste te dire, voilà, je finis là-dessus. Après, c'est difficile de décider des lois générales sur le sujet, mais moi, empiriquement, ce que j'ai pu voir dans les réactions des acteurs du foot africain, beaucoup ont quand même une grande estime et beaucoup d'amour pour certains entraîneurs blancs. Par exemple, Bruno Metsu au Sénégal, qui leur a fait passer un quart de finale de Coupe du Monde en 2002, ou Hervé Renard un peu dimanche. Donc voilà, je ne pourrais pas dessiner une loi générale sur ce sujet. Je te remercie. Juste un mot là-dessus. Il faut dire quand même que c'est pas un phénomène récent le fait qu'il y ait des entraîneurs français métropolitains en Afrique. Alors, en Algérie, dans les années 50, la plupart des clubs, des grands clubs algériens de l'époque étaient entraînés par des métropolitains, par des Français, par des Italiens, par des Uruguayens. Donc il y avait déjà un marché qui se développait. Par contre, au niveau des sélections nationales, depuis les années 68-69, Lucien Leduc, premier sélectionneur français de l'Algérie. Donc là, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, qui a pu s'imposer. Pourquoi? Pour relancer leur carrière sportive dans un marché qui est ultra concurrentiel, où les carrières sont très courtes. Un nouveau marché, aussi, ils sont de mieux en mieux payés, il faut le dire. Alors du côté, il faut le dire, Valérie Gauthier, il négocie pas son très bien, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros par an. C'est un enjeu de prestige aussi pour les États africains d'avoir pu ramener un sélectionneur étranger. Et puis on en avait parlé, c'est aussi, je pense, un moyen de lutter, de s'opposer à toute forme de régionalisme. Là, on ne pourrait pas, si on prend un footballeur, un entraîneur camerounais au Cameroun, eh ben, on peut toujours dire, ah, mais lui il est bassin, lui il est petit, donc il va favoriser plutôt les membres de sa communauté. Et donc là, c'est plutôt un ressort pour lutter contre ce régionalisme auquel un sélectionneur national pourrait être accusé. Il y avait une question là-bas. Je voulais intervenir à propos de remplacer le foot. Merci. Je me présente, je m'appelle Saléa, je suis membre de Survie. J'avais une contribution et une question. La première, c'est je vais commencer par la contribution. Moi, je pense que le football épouse les contours du phénomène capitalistique mondial. En fait, le néolibéralisme qui a fait ses preuves dans tout le domaine a fini par envahir le monde du football. Et ça, c'est apparu depuis les années 90. Je ne sais pas si j'ai pas lu d'autres livres, je ne sais pas si vous traitez de ce phénomène-là. C'est pour remettre le lien football, politique et économie au centre du débat. Donc pour moi, le phénomène d'invasion du capitalisme dans le football au niveau mondial est arrivé autour des années 90, quand il y a eu le phénomène de sponsoring avec les télévisions, etc. Oui, c'est ça. Donc autour des années 90, donc, la FIFA a commencé un peu à devenir une multinationale qui commençait à imposer ses règles aux pays organisateurs de la Coupe du Monde, etc. Donc ça c'est au niveau global. Et pour la déclinaison en Afrique, c'est qu'en fait l'Afrique a suivi ce phénomène aussi. Donc le phénomène de globalisation du football en Afrique est aussi lié à la question de la colonisation. Parce qu'il y a un football qui est tourné vers l'Europe, vers les anciennes puissances coloniales. Ce n'est pas un hasard s'il y a beaucoup de footballeurs sénégalais dans le championnat français.
Ce n'est pas un hasard s'il y a autant de footballeurs nigériens dans le championnat anglais. Donc il y a des liens coloniaux historiques qui sont là, qui ont été établis et qui ont été préservés dans le cadre du football. Alors, sur le plan économique, je pense que le lien entre le foot et l'économie, ça suit un peu, de mon point de vue, les constructions économiques coloniales de l'époque, c'est-à-dire la production de matières premières, vous avez un peu égratigné le sujet, la production de matières premières et puis le produit fini qui doit être manufacturé à destination des pays occidentaux. Donc, pour ce qui concerne le football africain, je pense que voilà un football dont on dit qu'il se développe, etc., mais qui ne rapporte finalement rien aux Africains en termes de titres. Il y a un pays africain qui a été en demi-finale mondiale, on a eu que quart de finale et on est content. Le Sénégal, vous l'avez dit, Cameroun et puis Nigeria, quart de finale. Le maximum, c'est les quarts de finale de la Coupe du Monde. Et tout le monde s'en félicite. Et le problème, c'est que, en fait, puisque le football est tourné vers le système, vers l'Occident, vers les pays, les championnats occidentaux, il n'y a pas eu d'investissement sérieux de la part des États africains pour développer le football et le sport en général. Donc on compte sur des talents individuels de temps en temps, Sadio Mané que vous citez, et puis quelques autres, on les mis là de temps en temps, mais en fait il n'y a pas de structuration véritable, il n'y a pas d'infrastructure véritable, il n'y a pas une politique sportive qui est tournée vers les pays, vers le local, qui puisse développer un football de qualité, etc., pour faire en sorte que le pays soit atteigne au niveau dans la compétition internationale, etc. Donc ça c'est le premier phénomène, c'est que le football étant tourné vers les pays occidentaux, il n'y a rien qui a été fait pour développer le football local. Or, si on développait le football local, si le football était tourné vers l'Afrique, c'est-à-dire vers des championnats africains professionnels qui soient à même d'attirer plutôt d'autres joueurs, donc le football finalement étant tourné vers les pays occidentaux, avec le phénomène d'attractivité qu'on a, comme vous avez évoqué rapidement sur l'immigration, etc., les jeunes, par le biais du football, espèrent réussir et la réussite dans beaucoup de pays, malheureusement, pour les jeunesses, c'est l'immigration. Donc ça c'est un premier phénomène. Donc tant que le football ne sera pas tourné vers les Africains, vers l'Afrique, vers la construction des championnats forts, et ça ne peut pas se faire en dehors d'une politique ambitieuse de la part des États, ce n'est pas possible. Donc tant qu'on sera dans cette situation, le phénomène d'immigration pour communiquer avec les grandes tragédies qu'on a, ça ne va pas finir. Et comme on est dans un cadre mondialisé, les choses sont beaucoup plus complexes parce que le phénomène capitalistique a envahi le monde du football aussi. Donc ça c'est ma contribution. Maintenant moi j'aimerais venir à ma question. C'est que je voudrais revenir sur la question des quotas. Il y a quelques années, il y a eu un scandale qui a été étouffé d'ailleurs sur un entraîneur à la fédération et des coulements de la Ligue de football, etc., de la fédération, qui ont été enregistrés en train de parler ouvertement de quotas dans le football. C'est dire que le football est une question politique aussi. On a plusieurs fois entendu des responsables de droite, d'extrême droite, s'émouvoir du fait que l'équipe nationale de foot français de France comptait beaucoup de noirs. Il faut dire les choses comme elles ont été émises. On a vu plusieurs fois Jean-Marie Le Pen qui a toujours dit qu'il ne comprenait pas grand-chose au foot, intervenir lors de la Coupe du Monde pour stigmatiser l'équipe en disant que l'équipe n'était pas suffisamment patriote parce qu'il y avait censément beaucoup de noirs. Et quand ils perdent, on se dit ça, et quand ils gagnent, on fait le mirage de la Lambert. Voilà, quand ils perdent, ils sont africains, quand ils gagnent, ils sont français. Voilà. Pour l'instant, ça s'est calmé parce qu'ils ont gagné la dernière Coupe du Monde. On va voir ce qui va se passer dans quelques années. Et il y a eu le seul phénomène, le seul moment véritablement politique de la part de ces footballeurs, c'est quand ils étaient en Afrique du Sud et qu'ils ont observé le mouvement de grève. On a vu la réaction de la droite à l'époque pour dire voilà, qu'ils sont comportés comme des enfants, etc. Voilà. On a vu une infantilisation véritable de l'équipe nationale, alors que pour moi c'était l'acte politique fort des joueurs qui s'étaient mis en grève justement par solidarité vis-à-vis d'autres joueurs qui a été renvoyé pour des raisons, à tort ou à raison, je ne sais pas. Mais en tout cas un acte fort politique. Alors, donc sur ce plan, moi je pense que la question des quotas est à poser aujourd'hui au niveau du foot français. Est-ce qu'il y a véritablement des quotas ou pas? Parce que ça a été révélé par les capables à l'époque, ça a été étouffé, mais cette année, le même phénomène revient parce que le PSG est soupçonné d'avoir pratiqué pendant longtemps le phénomène de quotas et de discrimination raciale. Est-ce que ce phénomène est général dans le foot français ou bien ce sont des épiphénomènes qu'on va voir de temps en temps éclabousser quelqu'un, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est appliqué et dont on verra les résultats dans quelques années, notamment avec une équipe nationale de France, avec moins de noirs d'arabes,
l'équipe nationale peut-être moins performantes, parce que je suppose que ceux qui sont pris à l'équipe nationale, c'est pas parce qu'ils sont noirs ou arabes, c'est parce que c'est les meilleurs, en fait. Donc voilà, c'était ma question. Je ne pourrais pas avancer de faire avéré sur l'existence systémique de quotas dans le foot français. En revanche, effectivement, la redondance de deux affaires à intervalles assez rapprochés révèle effectivement une culture assez profondément enracinée, que ce soit la FFF ou la LFP, dans les instances du foot français de manière générale. Ça, c'est une chose. Très honnêtement, là-dessus, moi, je ne suis pas un spécialiste, donc je ne pourrais pas élaborer grand-chose dessus. En revanche, il y a un truc qui était intéressant dans votre contribution, sur lequel j'aurais aimé répondre. C'est, vous disiez voilà, que c'était une réalité, bien sûr, que le foot africain était tourné vers l'Europe. C'est une réalité, car 23% des footballeurs professionnels qui évoluent en Europe sont des Africains. Mais une autre réalité qu'on a tendance à oublier et qui est plus récente et en termes nous, c'est qu'en Asie, cette proportion, c'est 27%. Et qu'en fait, il y a eu une émergence plus récente de championnats moins prestigieux que les 5 grands championnats européens. Je pense au championnat d'Europe de l'Est, au championnat du Moyen-Orient ou au championnat des îles du Sud-Est, qui en fait sont devenus des nouveaux marchés à investir pour les footballeurs africains. En fait, c'est ça qui a créé un appel d'air. C'est aussi ça qui a créé un appel d'air et que je me suis dit. Et l'autre truc sur lequel je voulais réagir, c'était aussi donc, pourquoi est-ce que la question que vous posiez en filigrane à un moment, c'était pourquoi est-ce que le foot africain n'arrive pas à se développer localement. Et en fait, moi je veux juste souligner l'existence d'un cercle vicieux qui est très difficile à inverser. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure je faisais la question de monsieur, que j'étais assez pessimiste. C'est qu'en fait ce qui se passe, c'est que on a un fait, c'est que les footballeurs africains veulent s'en aller. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, le niveau de championnat local baisse, donc du coup l'affluence baisse, les recettes de billetterie baissent, s'il y en a, ce qui est très rare, les droits télé baissent, et donc du coup on se retrouve dans un championnat appauvri qui ne va du coup pas pouvoir offrir quoi que ce soit aux meilleurs joueurs, qui du coup va partir. Et c'est là en fait que se joue la différence entre la plupart des championnats africains et des championnats de plus haut standing, je dirais, comme les championnats brésiliens ou argentins par exemple, qui sont, je dirais, intermédiaires, où les clubs parviennent à retenir leurs meilleurs stars, leurs meilleurs joueurs jusqu'à 20-21 ans. Parce qu'en fait, ils peuvent fournir des salaires assez élevés pour que les joueurs commencent à déjà faire manger leur famille et puis à avoir une certaine opulence, chose qui n'est très souvent pas le cas en Afrique, et c'est la raison pour laquelle il y a cette urgence du départ. C'est vraiment ça le point sur lequel j'insiste, c'est que dès lors qu'il y a moyen de gagner 1 000 € par mois, le joueur part direct, même si c'est pour aller en Moldavie ou aller en Thaïlande. Même si tu ne connais pas le pays, même si tu n'as pas le nom. Voilà, donc c'était juste ce sur quoi je voulais insister. Parenthèse, quand on dit ça aussi, il y a le fait que les centres de formation qui existent en Afrique sont d'abord là pour envoyer des joueurs à l'étranger. C'est pas pour que les talents éclosent dans les championnats locaux. Ils sont formés directement pour les envoyer dans les championnats européens. C'est ça aussi l'un des problèmes. Il me semble que l'Académie Diambar dont on avait parlé avait une équipe quand même, qui était championne en seconde division. Toi, Barthélemy, tu as beaucoup travaillé sur la SEC Mimosa à Abidjan, qui avait aussi une équipe, d'accord. Donc, juste, bon, ça il l'a dit, l'internationalisation des zones géographiques, Moyen-Orient, Qatar, Moldavie, tu l'as dit, diversification des filières, et sur la question des quotas, moi je prends plutôt aussi on a parlé des clubs, du championnat africain, on est d'accord, il faut du temps pour développer le cercle vicieux. Mais si on prend le nombre de binationaux dans les équipes nationales, ce qu'on voit à l'écran, concrètement c'est un terrible aveu d'échec pour une puissance. Par exemple, je connais mieux l'Algérie. L'Algérie, ça renforce des relations asymétriques avec l'ancien colonisateur, puisque la plupart elle est représentée en compétition internationale par des jeunes qui sont nés en France. Donc voilà, donc ça veut dire qu'au niveau de la formation, ça n'a pas marché. La formation a été abandonnée depuis les années 90, dans ce cas-là à cause de la décennie noire, mais aussi parce que les clubs